C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Bonjour à vous tous. Here we are. And Nous voici. Soyez les bienvenus donc, à cette deuxième journée du webinaire final sur la boîte à outils, sur le système de semences RTB. Donc, bonjour à vous tous. Je vois que tout le monde est connecté. Bonjour, je m'appelle Jeff Bentley. Je suis le facilitateur de ce webinaire. Et c'est un plaisir pour nous de vous voir aujourd'hui aussi pour la deuxième journée de ces 3 journées. Aujourd'hui, on va voir l'équipe de la Tanzanie. Avant de commencer à écouter la présentation de la Tanzanie, je me céder la parole à Connie Almekinders. Elle est professeure à l'université de Wageningen aux Pays-Bas et elle était hier, ou plutôt elle est la co-leader aussi de l'équipe de la boîte à outils. Elle va faire un petit résumé de ce qu'on a fait hier. Bonjour, merci. J'espère que vous allez tous pouvoir voir ma présentation. Je ne suis pas très forte en cette histoire de technologie de partage. Donc, bonjour à vous tous. Et bonsoir pour certains. Comme Jeff l'a dit, j'aimerais faire un récapitulatif de ce qu'on a vu avant-hier et utiliser ce récapitulatif-là pour vous amener vers cette boîte à outils, ce que c'est, où on en est aujourd'hui. Vous pouvez trouver absolument tout sur notre page web, sur cet outil, et sur notre page web, vous allez trouver une petite vidéo qu'on a utilisée dans le début de l'année pour lancer la boîte à outils. Et voyons donc ce que c'est que cette boîte à outils. Mais ces cultures sont à multiplication végétative. Elles sont encombrantes, périssables et susceptibles à des pestes et des maladies. Donc, les systèmes de semences sont complexes. Cela pose plusieurs défis, dont l'adoption de nouvelles variétés. Les sélectionneurs donc, améliorent les variétés avec les agriculteurs. Pour s'assurer que ces nouvelles variétés sont rentables, les agriculteurs ont besoin de systèmes performants. Un groupe de chercheurs scientifiques biologiques du CGIAR, des instituts de recherche agricole nationaux ont développé cette boîte à outils, cet outil qui s'appelle Root for Systems. Alors, cet outil vise à aborder les nouvelles caractéristiques des nouvelles variétés, la gestion aussi des semences et le cadre réglementaire autour des semences. Cette boîte à outils représente des méthodes pour justement améliorer les variétés. Il y a 11 outils pour tous ces systèmes. Il y a des institutions de recherche agricole, des ONG et d'autres institutions impliquées. Alors, Tool for Set Systems propose aussi des actions conjointes, des opportunités de formation conjointes en Amérique latine, dans l'Asie, en Afrique aussi, tout cela pour garantir une approche systématique adéquate. Vous pouvez nous contacter donc sur notre page web, Tools for Seed Systems. Voilà donc la vidéo sur les 11 outils pour soutenir les interventions autour des systèmes de semences. En juillet cette année, on a eu 3 webinaires où on a approfondi sur chacun de ces outils. Nous avons aussi expliqué un peu dans ces webinaires
que les deux points d'entrée qui pouvaient vous aider pour aborder ces outils, pour trouver les outils ou les deux, plutôt que ces outils-là pouvaient s'adapter à vos situations. Donc, les points de départ de cette boîte à outils, on a le cycle du projet et la chaîne de valeur de la sémence. Ce qu'on va faire, ça va dépendre de vos contextes. Si vous êtes un chercheur, par exemple, et que vous voulez étudier un système de semences, il va falloir peut-être que vous élaboriez un diagnostic pour un système de semences particulier, pour une culture dans une région déterminée. Peut-être le point d'entrée pour vous va être la chaîne de valeur de la semence. Mais si vous êtes une équipe d'un projet et que vous voulez générer une ligne de base avant de commencer un programme, ou si vous voulez développer vos activités, différentes activités, alors le cycle des projets est peut-être plus utile pour vous, pour pouvoir trouver quels outils dans cette boîte à outils peut s'adapter le mieux à votre contexte. Alors, suivante, s'il vous plaît. Les équipes dont vous allez voir les présentations, on en a vu une hier, l'équipe de l'Ouganda, aujourd'hui on a l'équipe de la Tanzanie et demain ce sera l'équipe de l'Éthiopie. Ces trois équipes ont aussi participé au webinaire qu'on a organisé en juillet où les outils étaient présentés d'une façon plus approfondie, plus en détail. Alors, ils ont établi ou ils ont abordé d'une façon plus approfondie la boîte à outils, ils ont un peu regardé la page web, les applications de l'outil, les interactions et ils ont pu ainsi identifier un ou deux outils avec lesquels elles voudraient se familiariser parce qu'ils sont pertinents pour leur contexte. Et c'est comme ça qu'on a eu la première formation. Donc, on a présenté tout un éventail d'outils dans le cadre de cette boîte à outils. L'équipe de l'Ouganda utilisait deux outils différents. L'équipe de la Tanzanie va montrer les résultats des outils qu'elle a utilisés aujourd'hui. Et puis, on a l'équipe de l'Éthiopie aussi. À leur tour, ils vont présenter les outils utilisés. Alors, pour faire un récapitulatif de hier, l'équipe de l'Ouganda a partagé avec nous les résultats qu'ils ont tirés de la mise en œuvre des deux méthodes. Et cette équipe n'avait pas beaucoup de temps, n'a pas eu beaucoup de temps, n'a pas eu beaucoup de ressources avec toutes les restrictions liées au coronavirus. Vous savez tous de quelles contraintes je parle là. Mais pourtant, ils ont été capables d'avoir énormément d'informations pour leur région, par exemple. L'équipe nous a partagé avec nous qu'ils ont trouvé en fait que les champs étaient la propriété normalement d'hommes et que les femmes et les hommes cultivaient d'une façon différente les variétés de manioc, de bananes, et comment ces variétés-là étaient aussi différentes par rapport à s'il s'agissait des hommes ou des femmes qui étaient les agriculteurs. Tous ces résultats vont être disponibles sur la page web aussi. Hier, les résultats de l'équipe de l'Ouganda, on en a parlé hier, et on a pu faire avec ces résultats, on a pu établir quelques parallèles, quelques comparaisons assez intéressantes au niveau de la question de genre. Donc, on a James Lack, tu as ta présentation, toi aussi, tu as eu ta présentation, et James nous a donné un panorama général de ce qui pouvait se passer avec cette boîte à outils à l'avenir, non, avec le Centre africain pour l'innovation autour des systèmes RTB, et nous espérons pouvoir en entendre davantage aujourd'hui et demain. Alors voilà donc pour le récapitulatif. Donc on va écouter maintenant l'expérience de l'équipe de la Tanzanie. Je cède la parole donc à l'équipe de la Tanzanie, je pense. Merci. Ok, apparemment c'est à moi. Donc, on peut partager la présentation, Viviana, de l'équipe de la Tanzanie, bien sûr.
Comme ça, on pourra aborder leur présentation. C'est un plaisir pour nous d'avoir l'équipe de la Tanzanie qui nous a transmis sa présentation. Et puis, par la suite, on aura d'autres activités. Bonjour à vous tous. Je suis Adja Ali, chercheuse du Tanzanian Agricultural Research Institute. Aujourd'hui, je vais vous présenter les conclusions de l'étude du sondage qu'on a mené sur l'acquisition et le partage des semences. Cette étude a été menée dans 2 districts dans la région de Geita. Nous avons travaillé avec une équipe composée par Wame Ogero, Deusdedit Nlai, James Wakabi, moi-même, Francisca Wandu, Eric Changa, Robert Gomu et Adventina Babou. Tous du terrain. Nous avons eu la collaboration étroite aussi de Eric de la Cruz, de Alliance pour la biodiversité. Je vais présenter la première partie. La deuxième partie sera le débat et les conclusions, et ça sera présenté par mon collègue. Alors, les systèmes de semences et les gains génétiques au niveau des exploitations mènent à un accès à des semences de la qualité, des variétés améliorées et un taux de rotation plus important et à une productivité plus importante. Les systèmes de semences de racines, tubercules et bananes sont largement informels et cela veut dire on parle d'une multiplication facile à travers des parties végétatives. La semence végétative est encombrante, périssable et susceptible d'être porteuse de parasites et de pathogènes. Alors, la nature végétative des semences RTB fait que le cycle de recyclage mène à une accumulation de pathogènes au sein de la plante et cela pose un défi pour établir un système de semences durable. C'est aussi facile pour les agriculteurs de partager la semence RTB et cela nécessite ou améliorer le système de semences RTB nécessite une caractérisation des patrons, comportements et valeurs existants associés à l'échange de semences. Nous avons évalué des patrons autour de l'acquisition et du partage de la semence dans 2 districts. C'est Geita et Bukombe qui se trouvent dans la région Geita, dans la région de Lake Zone, en Tanzanie. Lake Zone est une des principales zones de production de patates douces. Les agriculteurs ici produisent plutôt variétés à chair jaune et blanche, mais aujourd'hui, il y a la variété à chair orange est appréciée de plus en plus. La plupart, ces cultures plutôt sont cultivées notamment par de petits exploitants sur une surface de moins d'1 hectare à des fins de subsistance. La plupart de ces agriculteurs sont des femmes et elles cultivent cette culture notamment pour assurer la sécurité alimentaire de leur foyer. Les hommes qui cultivent ces cultures le font notamment à des fins commerciales. Et malgré l'importance de cette culture, il y a des restreintes comme l'adoption très modérée de ces variétés améliorées. Et c'est pourquoi on a mené cette étude. Plus de 95% du flux des semences est basé sur les agriculteurs. Ça veut dire qu'ils utilisent les semences de leur propre champ ou de ceux de leurs voisins. Alors, dans la zone de Lake Zone, cette région est caractérisée par 2 patrons de précipitation. Le premier étant en fait les zones à précipitation unimodale où il pleut une seule fois dans l'année et ce qui se traduit par une disponibilité basse des semences au début de la saison des pluies. Mais dans ces régions, les agriculteurs ont vraiment une volonté à payer pour des variétés améliorées. Dans les zones à précipitation bimodale, ce sont des zones où il pleut 2 fois par an
et ce qui se traduit par une disponibilité de semences. Mais elle est susceptible, encore une fois, de maladies, de parasites. Mais cette semence est susceptible, comme je l'ai dit, à subir des parasites, des maladies. Et comme la semence est disponible, les gens montrent une volonté de payer plus basse. Alors, les objectifs de cette étude, c'était de comprendre comment la semence de patates douces et les variétés améliorées des races primitives est partagée parmi les différents types d'agriculteurs dans la Lake Zone en Tanzanie, et aussi évaluer les liens entre les acteurs formels et informels du secteur de la semence et comment les aider à accélérer la propagation ou diffusion de nouvelles variétés de semences de qualité. Ici, on va voir qui partage avec qui et dans quelles conditions, quel type de transaction on va voir et pourquoi cela est important. Alors, les questions principales de recherche, c'était est-ce qu'un système largement informel peut fournir aux petits exploitants des variétés améliorées générées par des programmes d'amélioration formelle? Nous avons, dans ce cadre, développé des sous-questions de recherche qui sont comment la sémence de variétés améliorées et des races primitives peut se diffuser d'agriculteurs dans les transactions d'agriculteurs à agriculteurs. Est-ce qu'il y a des différences dans l'accès et le partage de la semence de patates douces entre les hommes et les femmes? Ici, on va aborder les relations entre les fournisseurs et les bénéficiaires. On va voir aussi la question du partage de l'information, y compris la variété, la qualité, la quantité. Et puis, on va essayer aussi de savoir quel mode de transaction domine la diffusion de la semence de patates douces d'agriculteur à agriculteur. Ici, on a posé des questions sur les types de transactions, le volume et la fréquence. Nous avons utilisé l'outil Seed Tracing qui utilise un sondage pour décrire les liens entre les acteurs d'un système de semences. Et cet outil est décrit par Kielwinger et Bodenhagen en 2021. Nous avons aussi utilisé l'échantillonnage en boule de neige où les premiers répondants ont été choisis à dessein avec l'aide des vulgarisateurs et ont été interrogés. Donc, les premiers répondants ont été choisis à dessein avec l'aide des vulgarisateurs et ils ont été interrogés. Et cela a été suivi par une interview de tous ou par un échantillon non biaisé sur leurs liens. Et on a adapté aussi un questionnaire de Delacqui et Al de 2016. Alors, un total de 158 agriculteurs ont été interrogés. Cela comprend 94 femmes et 64 hommes. Donc, pour un total de 158 agriculteurs âgés entre 19 et 75 ans. Et les entretiens ont eu lieu à la maison, dans leur communauté ou sur les terrains. Et on a couvert plus de 10 villages dans ces 2 districts. Nous avons utilisé SPSS pour analyser les fréquences et des réponses pour identifier les différences et les tendances dans l'acquisition et la fourniture des semences, le recyclage des semences, les modes de transaction et le partage d'informations. Nous avons aussi une analyse du réseau social pour cartographier les flux des semences. Nous voulions savoir d'où venait la semence, où elle allait, pour pouvoir ainsi identifier les nœuds centraux du système. Et voilà donc pour la première fois, j'aimerais inviter mon collègue pour qu'il continue avec la deuxième partie. Merci beaucoup. Je vais maintenant présenter les résultats suivis du débat et des conclusions. Alors, le premier résultat aborde l'approvisionnement des semences. Là, on va voir où est-ce que ces agriculteurs obtiennent le matériel de plantation
nous avons vu que la plupart des semences est obtenue de réseaux sociaux proches, en fait, des agriculteurs. Tant pour les hommes que pour les femmes, la source principale était les amis et les voisins, les membres de la famille, donc un réseau proche. Et cela a été suivi par la conservation de leurs propres semences. Et ceux qui ont eu accès aux semences grâce à TARID, qui est le Tanzanian Agricultural Research Institute, sont pour la plupart des producteurs de semences formés. Et quand on a posé des questions sur la propriété, en fait, on a vu que 64% des femmes utilisaient les mêmes semences dans la même saison. Notre deuxième résultat aborde le mode de transaction et d'obtention en fait, des semences. Nous voulions savoir comment les agriculteurs se procuraient les semences, si elles leur étaient offertes, données, s'il y avait un troc, un échange. Nous nous sommes rendus compte que les dons dominaient en fait l'acquisition de la semence à travers les relations étroites. Pour les femmes, on a un taux de 70%, non, pour les amis, la famille, les voisins. Et pour les hommes, on parle de 83%. Si on regarde l'acquisition des semences de la part des producteurs des semences, on voit donc le pourcentage pour les femmes, alors que pour les hommes, eux, ils achetaient plus des producteurs de semences, en fait. Nous avons vu aussi comment les agriculteurs partageaient les semences. Alors, on voulait savoir, on a vu que certains agriculteurs partageaient la semence avec des agriculteurs inconnus, mais la plupart avec des amis, des voisins, des gens de leur famille. Et cela est un indicateur que le système de semences en fait, est quelque chose de partagé dans un cercle très proche qui s'est produit avec des gens qui ont eu une relation étroite. Puis, on a abordé aussi si pendant le partage de la sémence, quel type de transaction en fait c'était. Donc, nous voulions voir ça en termes de la relation en fait entre le répondant et le bénéficiaire de la sémence. Et nous avons vu que la plupart du partage des semences par les femmes interrogées était sous la forme de cadeaux, dont même envers des agriculteurs inconnus, comme vous pouvez voir dans la deuxième colonne. Pour les dons ou les cadeaux, on a 63% pour les femmes, non, parmi des amis, des voisins, des gens de la famille, alors que pour les agriculteurs inconnus, on parle de 67%. On peut voir que pour le cas des hommes, on a 72% de transactions commerciales, même avec leurs proches. Donc, avec des agriculteurs inconnus, on parlait de 100%. C'était la réponse des agriculteurs hommes. Nous avons interrogé aussi les répondants sur, en fait, les bénéficiaires réguliers des semences. On voulait savoir si c'était la première fois qu'ils partageaient les semences avec ces bénéficiaires ou pas, ou ce n'était pas la première fois. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plus de bénéficiaires des semences qui revenaient, en fait, des hommes comparé aux femmes. Dans les districts de Bukombe, on a 88% de bénéficiaires pour la première fois, femmes, alors qu'on en a 34 qui retournent, qui reviennent. Non? Et on voit que dans les cas des hommes, on a 80% versus 58%. Donc, on peut voir que les hommes bénéficiaires qui reviennent, qui reçoivent de la semence
plus d'une fois est plus haut que celui des femmes. On a 80% pour les femmes dans le cas de Geita et 58% dans le cas des hommes. Donc, ce sont des gens qui allaient obtenir la sémence dans le même endroit, en fait, à plusieurs reprises. Alors, on a abordé aussi le mode de transaction par district. Nous voulions voir si il y a de la vente, des dons. À Bukombe, on a 65% des transactions commerciales, alors qu'à Geita, on en a 21%. Donc, on peut voir que la vente des semences était plus répandue à Bukombe. Alors, en ce qui concerne les variétés dominantes par district, ici, nous pouvons voir les transactions en termes de variétés dans les deux districts. À Bukombe, les variétés principales, c'était Ukimwi, 42% de transactions. Puis, on a Pisitatu, ce sont des lasses primitives locales, des variétés primitives locales. Alors qu'à Geita, les variétés principales, en fait, on a une variété à chair orange, Kabode, puis on avait donc Busanagulwa, c'est une race primitive. Vous pouvez voir que dans une région, à Geita, on a plus de variétés, plus qu'à Bukombe. Non, à Geita, on a 19 variétés, alors qu'à Bukombe, on en a 11. Et cela montre que, en fait, plus une région devient commerciale, moins de variétés il y aura. Pourquoi? Parce que les agriculteurs ont tendance à se centrer plutôt dans les variétés préférées par le marché. Et le district de Bukombe est plus commercial, en fait, comparé aux zones du district de Geita. Nous avons aussi posé des questions sur les sources d'information. Et nous nous sommes rendus compte qu'on avait donc la source principale d'information, c'était des relations étroites. Non, puis on avait les programmes de vulgarisation du gouvernement aussi. Les hommes, on a vu que les hommes recevaient beaucoup plus d'informations que les femmes. Donc ici, on a le nombre de fois que les hommes ont reçu des informations de différentes sources. Vous pouvez voir qu'il y a plus d'accès aux informations de la part des hommes que pour les femmes. Le principal type d'information partagée, c'était des informations relatives aux variétés, les nouvelles variétés. Donc, après, on avait des informations relatives aux bonnes pratiques agricoles aussi. Et on des informations relatives à la gestion des parasites et des maladies. Notre dernier résultat aborde les flux des semences. Nous voulions voir comment se déplacent en fait les semences. Nous voulions voir comment les différents agriculteurs. Nous avons commencé plutôt avec le nœud, nous allons commencer avec le nœud 2, c'est le TARI, le Tanzanian Agricultural Research Institute, qui améliore de nouvelles variétés. Et on voit ici la production donc, de ces nouvelles variétés et comment ce nœud est lié avec d'autres nœuds. Et on a vu que TARI est lié avec beaucoup de producteurs de semences. Ce sont des secteurs
dans les districts de Geita et de Bukombe, 3 pour chaque district. Je vois 3 producteurs pour chaque district. Et ces producteurs-là sont liés ou connectés à des dizaines d'autres producteurs, d'autres agriculteurs. Donc, on a ici la production dans un village du district de Geita. Il y a donc des variétés qui viennent de Tari. Mais il y a un partage avec d'autres nœuds, d'autres agriculteurs, dont certains ont à leur tour d'autres liens avec d'autres agriculteurs. Le numéro 54, par exemple. Vous voyez, là, c'est le district de Bukombe, qui est lié, ici, ce nœud, à d'autres nœuds. Le numéro 78, par exemple, le numéro 59 lié au numéro 41 et ainsi de suite. Le 59, alors, il faut voir que on a ici des gens, des agriculteurs qui ont plus de 10 liens ou connexions. Donc, on voit que les nœuds ou les agriculteurs qui ont des liens avec plus de 10, qui ont plus de 10 connexions plutôt. Le numéro 59 a plus de 10 liens. Alors, on voit ici aussi dans ce réseau que on voit le type de transaction. Là où vous voyez les flèches rouges, cela veut dire que ce sont des transactions commerciales. Et les flèches vertes, ce sont des transactions, des dons en fait, ou des cadeaux. De Tari vers le reste, par exemple, les semences initiales, c'était des dons. Si on voit le numéro 13, la transaction autour du numéro 13, la plupart sont vertes, ça veut dire que c'était des dons. Là, on voit que 3 ou 4 flèches ou transactions rouges. Donc, dans le numéro 46, on peut voir que les gens se regroupent en fait autour de ce nœud. Il y a beaucoup plus de dons, encore une fois. Le numéro 59 et 41, si on regarde, on se rend compte que il y a énormément de flèches rouges, ce qui montre des transactions en espèces commerciales. Ici, on peut voir l'importance des systèmes, d'avoir des systèmes de semences décentralisés. Il y a un potentiel pour atteindre plus d'agriculteurs, davantage d'agriculteurs qui sont à leur tour des nœuds clés pour la diffusion des variétés. Maintenant, on va aborder donc la discussion. Quelques résultats, autour des résultats. Alors, les agriculteurs dépendent notamment des relations proches, des réseaux proches pour l'obtention des semences. Et donc, cela montre qu'une approche décentralisée autour de la patate douce est importante. Et c'est ce qui a été adopté dans la plupart des interventions d'ailleurs. Comme vous pouvez voir, les agriculteurs ne vont pas se déplacer, ne vont pas faire de long voyage pour chercher la semence. Il faut se centrer aussi sur les producteurs de semences qui sont stratégiquement localisés dans les villages qui produisent la patate douce. Nous devons prendre en compte aussi les différences de genre dans les interventions. Donc, il faut comprendre quels sont les comportements, en fait, dans le partage des semences entre les hommes et les femmes, non? Même quand ils obtiennent les semences des producteurs, ou plutôt, pourquoi les hommes vendent les semences, même à leurs proches, non? Même quand ils obtiennent les semences des producteurs des semences, en fait. Donc, il y avait beaucoup de dons. Alors, on voit aussi les journées portes ouvertes dans les exploitations sont importantes pour la diffusion de nouvelles technologies.
Si on organise ces journées dans les villages avec des agriculteurs formés, ces informations seront susceptibles en fait, d'attendre plus d'agriculteurs car ce sont des informations transmises, notamment grâce aux interactions entre voisins. Alors, il y a des implications dans l'adoption des plateformes ICT comme SeedTracker et il y a un besoin de comprendre les différences des genres dans l'accès à l'information. Alors, est-ce que les femmes doivent avoir ont les ressources nécessaires pour accéder à cette plateforme? Comment elles peuvent utiliser cet outil pour acquérir de l'information? Donc, pour l'adoption de SeedTracker, il y a d'autres implications. Nous avons commencé en fait la mise en œuvre de l'utilisation de SeedTracker. Il faut voir la réglementation par rapport à la sémence. Et c'est un outil qui est facile à adopter dans les nœuds clés et on a vu, non, les liens, plus de 10 liens entre les agriculteurs. Nous devons penser comment lier donc ces réseaux proches qui sont la principale source d'information. En fait, comment lier ça ou comment aborder ça pour faciliter l'accès aux informations par le biais de cette application. Donc, si les vulgarisateurs peuvent utiliser cette plateforme, ça va être très utile parce que par la suite, les agriculteurs pourront eux aussi l'utiliser. Nous avons vu aussi que les femmes ont moins de tendance en fait à recycler la sémence parce qu'elles ont un accès limité aux basses terres pour la conservation des semences et une incapacité en fait à couvrir les coûts de la production des semences. Il faut voir comment motiver les femmes agriculteurs pour qu'elles veuillent en fait produire de la sémence de qualité. Donc, on se centre sur certaines variétés au fur et à mesure que certaines régions deviennent plus commerciales. Bien sûr, il y a des différences dans les marchés, mais on a vu qu'il y a plus de transactions de semences dans les régions les plus commerciales. Non? Il y a un lien étroit entre la racine et la sémence. La racine et les produits, finalement, que le consommateur va recevoir. Donc, on voit que dans ces régions-là, il y a plus de volonté pour payer pour des semences de qualité. Pour conclure, j'aimerais dire que vu les réseaux, les petits réseaux dans lesquels les agriculteurs partagent la sémence, on a besoin d'approches décentralisées, en fait, pour la multiplication des boutures et pour que la dissémination soit possible. La mise en œuvre de SeedTrack doit se centrer sur les producteurs clés, impliquer plus des femmes aussi et voir de quelle façon ces agriculteurs, hommes et femmes, ont accès aux informations. Que ça, c'est important avant de commencer l'intervention. Et cela permet de poser des questions pertinentes. Non, comment est-ce que ces agriculteurs profitent de ces transactions en espèces? Comment élaborer en fait des liens plus efficaces entre les agriculteurs et les agences de vulgarisation pour augmenter l'accès à des informations précises? Et comment on adopte les plateformes ICT dans l'amélioration des systèmes de semences de la patate douce pour proposer davantage aux femmes agriculteurs? Nous avons appris quelques leçons en travaillant en groupe. Nous avons vu à quel point c'est important d'avoir une bonne équipe pour la conception, pour aller de la conception jusqu'au développement du manuscrit. Et maintenant, c'est un travail qui est en cours. Nous avons fait un travail qu'on n'avait pas fait auparavant. Et en ce qui concerne la boîte à outils,
cette boîte outils possède un large éventail d'experts, en fait. Nous avons eu des contributions très importantes de la part d'Eric, malgré le fait qu'il était en vacances. Et il y a des outils de sondage aussi. Pour l'analyse de données, il y a des outils importants pour l'analyse de données. Et ces outils peuvent évoluer, non, en fonction de la collecte de données. Nous aimerions donc remercier le CGIAR, le programme de recherche RTB. Nous voudrions remercier le docteur Enrico Koulembaba pour promouvoir, soutenir cette étude. Et puis les agents de vulgarisation. À toute l'équipe, merci beaucoup. Merci. Alors, pour discuter un peu autour de cette présentation, nous allons avoir George Sonda, qui est un économiste agricole à Tarid, au Tanzanian Agricultural Research Institute. Il est le chef aussi du transfert technologique et des partenariats technologiques. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous avez la parole. Merci, Bentley. Premièrement, j'aimerais remercier l'équipe pour ces résultats tellement intéressants, des résultats socio-économiques. C'est quelque chose de très important pour que la chaîne de valeur bouge un peu et qu'on puisse adopter de nouvelles technologies. J'ai quelques commentaires. Je voudrais ajouter aussi quelque chose. Comment est-ce qu'on peut soutenir le secteur des semences à multiplication ou les cultures à multiplication végétative? Parce qu'on a vu dans les résultats que la plupart des agriculteurs affirment vouloir continuer à utiliser les mêmes semences la saison d'après. Donc, le commerce ou l'activité des semences doit être durable. Donc, mon avis là-dessus, moi, je crois qu'on a besoin de faire davantage d'efforts pour cette culture à multiplication végétative. Et cela comment? En établissant des liens forts entre les différents acteurs de la chaîne de valeur, de telle sorte qu'on puisse ouvrir un marché pour les produits de ces semences-là. Parce que la demande des semences, ou plutôt, il y a certains types de semences qui sont plus demandés. Alors, donc, le marketing des produits est essentiel pour que cela devienne durable. Mais aussi, la promotion des politiques est essentielle, elle aussi. Si nous faisons un travail d'incidence, si nous promouvons la diversité de ces produits pour créer de la demande, nous avons vu que lors de la présentation, on a vu que dans des secteurs où la patate douce, les semences de la patate douce étaient commerciales, il y avait moins de variétés, non? Donc là-dessus, je pense que si on explore, si on va un peu au-delà de ça, et on peut diversifier l'utilisation de ces produits dans des marchés où il y a peu de variétés, en fait.
Et c'est là, en fait, tout ce qu'on peut faire pour stimuler, pour promouvoir la demande des différentes variétés. Alors, je pensais aussi à une autre chose. En ce qui concerne Tari, à Tari, nous sommes responsables pour le développement des variétés améliorées. Mais si la demande n'est pas là, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, je pense que Tari produit d'autres types de semences. Je pense que ça serait bien. Comme ça, on peut concurrencer un peu avec ces producteurs de semences. Peut-être qu'il y aura des consommateurs qui font confiance à Tari et qui feront confiance aux semences produites par Tari. Voilà donc quelques commentaires que j'avais jusque-là. Merci. Jeff, c'est à vous. Merci, George Sonda. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui et merci pour vos commentaires. Alors, avant d'aborder la partie des questions-réponses, je voudrais juste vous rappeler. Alors, les membres de l'équipe de la Tanzanie, vous pouvez allumer votre caméra et comme ça, quand vous allez répondre aux questions, on pourra vous montrer sur l'écran. Alors, sans plus, nous avons une question. Jacob Walla nous dit, alors, une question de la Norvège. Comment est-ce que le matériel plantation de la patate douce est géré et conservé chez Tari? Est-ce que c'est sur les terrains ou c'est une cryopréservation? Moins 66 degrés Celsius dans des nitrogènes liquides. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a des méthodes pour éviter les virus et les pathogènes? Et puis la troisième question, comment est-ce qu'on peut promouvoir ou inciter les banques des communautés ou les communautés à utiliser ces boîtes outils? Donc, nous avons trois questions en fait. La cryopréservation, les méthodes pour nettoyer tout ce qui est virus pathogène. Alors, Wame, le leader de l'équipe, peut-être vous pouvez dire qui va répondre aux questions. Alors, je vais demander à Adija de répondre à la première question autour de la conservation chez Tari. Et puis la deuxième question sera répondue par mon autre collègue sur le nettoyage, non? Jeff, Connie, Margaret, je crois que vous pouvez répondre à la troisième question parce que c'est en rapport avec la boîte à outils, non, au sein des communautés. Alors, Adija, tu peux répondre à la première question? Merci. Oui. Alors, chez Tari, nous avons ces variétés, nous produisons ces variétés améliorées, mais nous les conservons aussi. Donc, nous avons une maison propre, on va dire. Vu que nous travaillons avec des agriculteurs, des producteurs de semences aussi, actuellement, quand les agriculteurs, ou plutôt dans la saison sèche, entre avril et juin, nous faisons ça dans les maisons propres et après, nous conservons ce matériel de plantation avec différents systèmes, c'est-à-dire que nous multiplions plutôt ce matériel de plantation pour que les agriculteurs puissent en servir pendant la saison de culture. Alors, pour le nettoyage, nous avons commencé, nous nettoyons notre matériel de plantation sur place. Nous le faisons. Merci. Merci, Adija. Je voudrais ajouter, alors, en ce qui concerne le nettoyage, une des choses qu'on devrait dire, c'est que nous nettoyons toutes les stations, en fait. Nous nous assurons que tout le matériel est propre. Nous renforçons les capacités de la région pour la production, pour qu'elle puisse produire des semences propres. Nous avons des services d'inspection qui garantissent que le travail est bien fait. Et cela, en fait, on utilise un dispositif régional. Pour le matériel de plantation aussi, nous avons un centre de conservation aussi
des germoplasmes pour l'Afrique. Pardon, il y a un problème de son. Pardon, ça bug. Je crois qu'on a quelques soucis de connectivité. Alors, si nous avons des soucis de connectivité d'Internet, on peut patienter un peu peut-être. On peut céder la parole alors dans ce cas-là au professeur Fetti. Elle va parler de cette présentation, on peut l'écouter et puis on revient vers vous pour les questions-réponses. Oui, pardon, j'ai un problème de connexion, mais je crois que j'avais dit la plupart de ce que je voulais dire. OK, on va reprendre les questions tout à l'heure. Alors, c'est un plaisir pour nous d'avoir Fétien Abera qui est avec nous aujourd'hui et elle va parler un peu de la présentation et puis on reprend les questions-réponses. Merci beaucoup, bonjour. J'aimerais pouvoir partager ma présentation ou un PowerPoint que j'avais préparé, Viviana, oui. Alors, merci beaucoup. Pour moi, c'est un plaisir de faire partie de ce processus. J'ai vu donc l'étude menée par la Tanzanie, par les experts de la Tanzanie. Je vois avec plaisir les résultats qui sont très intéressants parce qu'ils montrent les opportunités pour les transactions en espèces. L'investissement est déjà là. Donc, on voit aussi la question de la fourniture de semences. Ce réseau est déjà disponible. J'ai vu que les agriculteurs demandent de nouvelles variétés, notamment celles à chair orange, et leur volonté de payer pour ces variétés. Il y a une question d'accès. La volonté pour payer de la part des agriculteurs est très importante. Ils sont très actifs dans la fourniture du matériel de plantation, les nouvelles variétés. Ce sont des partenaires dans la validation des nouvelles variétés. Ils ont un esprit plus diversifié, en fait, parce qu'on a la variété pour la consommation au foyer, pour la commercialisation. Mais il y a aussi une question il y a une activité axée sur la production aussi, sur la productivité. Quand on parle de ce système de semences, cela veut dire que d'après la FAO, en fait, il s'agit de ce que le système formel n'est pas, non? Parce que c'est intégré à des activités organisées au niveau local, ce système informel. Suivant. Alors, le pouvoir des agriculteurs pour semer. Les agriculteurs doivent être vus comme des partenaires et non pas seulement bénéficiaires, parce que la diversité des semences traditionnelles, en fait, conservée par les petits exploitants, est très enracinée dans les savoirs, en fait, que la semence est la base même de la vie. Ce sont les ancêtres, en fait, qui transmettent ces semences. On a vu au sein du foyer, par exemple, il y a des gens, quand les chercheurs ont montré les différences entre les hommes et les femmes, parfois il y a cette préjugé, non, qu'il y a des activités ou des variétés que pour les foyers. Les femmes pensent plutôt à la sécurité alimentaire, alors que les hommes pensent plutôt à la productivité. Donc, la semence est traitée comme un bien. La semence est une activité commerciale, représente du développement. On doit voir vraiment quels sont les droits de base des agriculteurs, comment les lier dans la chaîne alimentaire et comment ils vont aborder leur futur, leur avenir, en fait. J'aimerais profiter de cette opportunité pour partager mes expériences, parce que les graines, les petites graines en Afrique
sont liées aux cultures RTB. Et cela peut vous surprendre parce que, bien sûr, elles ne sont pas encombrantes, mais par rapport à l'opportunité ou les opportunités offertes pour des activités commerciales, on parle à peu près de la même chose. Un sélectionneur qui travaille dans ces conditions, à la montagne, etc., on n'a pas vraiment des activités commerciales ici. Donc, ce serait intéressant d'établir un partenariat avec nous. Ces partenaires peuvent être les agriculteurs. Je considère que ce sont des investisseurs privés pour leurs propres droits. On peut voir comment ils régénèrent les surfaces là. On a un homme ici d'une région et puis on voit l'homme là qui reconnaît, identifie deux variétés. L'une est utilisée, par exemple ici. Les deux variétés sont utilisées. Alors, cette variété est une des variétés libérées au niveau national. Les agriculteurs l'apprécient beaucoup parce qu'elle est riche en nutriments. Elle a beaucoup de fer, de zinc. Donc, les femmes ont décidé de choisir cette variété. Et ces variétés ont une performance, un rendement très intéressant dans les zones urbaines aussi. Donc, voilà la raison pour les croisements simples, en fait, de variétés ou pour avoir un seul croisement de variétés pour les agriculteurs. Voilà donc une des 6 variétés qu'on a lancées sur le marché. Il est possible aussi de valider, en fait, les savoirs des experts par le biais des expériences. Parce qu'on a des sondages quantitatifs, qualitatifs aussi pour les hommes, pour les femmes agriculteurs, mais on peut aussi avoir d'autres façons de valider leur savoir. Nous avons ici une autre façon de valider leur savoir. Nous validons qu'ils ont énormément de savoir enracinés dans le système, en fait, qui n'a jamais été exploité. Suivant. Alors, regardez ces cultures en Éthiopie. Ça, c'est un croisement avec les variétés locales. Il n'y a pas d'organisation internationale qui travaille là-dessus. C'est produit par les sélectionneurs et les agriculteurs éthiopiens. C'est une variété commerciale, plus de 3 millions d'hectares de production. Donc, il y a un potentiel de commercialisation, 70% de la production d'ailleurs. Alors, vous pouvez voir comment cela devient quelque chose qui a énormément d'influence. Nous avons donc besoin des agriculteurs, de leur savoir. Alors, ça, ce n'est pas une variété améliorée. Ça, c'est dans la partie nord-ouest du pays. Nous voyons aussi ces questions du réseau social, non? La position des agriculteurs. Ils ont le rôle de breadwinner. Ce sont eux qui soutiennent le foyer. Donc, il y a beaucoup de variétés qui prennent le nom des agriculteurs. D'ailleurs, voici un homme très fier qui utilise cette variété. Pendant plus de 30 ans, il a eu différentes variétés. Donc, il se déplace avec quelques variétés, en fait. Donc, il fait un travail qui nous impressionne énormément. Il y a énormément d'agriculteurs comme lui. Il y a beaucoup de sélectionneurs dans ce secteur-là. Je vais retirer votre attention sur comment les savoirs des agriculteurs est tellement utile pour les sélectionneurs. Alors, nous avons ici, cette culture est très riche en nutriments en Afrique, en Asie, en Éthiopie. Et bien sûr, nous ne travaillons pas seulement avec des femmes à des fins d'études, mais nous prenons des décisions avec elles. J'étais très impressionnée quand j'ai fait mon étude avec ces femmes pour différentes cultures. Je me retirer votre attention sur ce cas-là. Il y avait une femme qui faisait des recherches
sur les droits, en fait, par rapport aux nouvelles variétés. Mais les agriculteurs ne savent, ou plutôt, ils faisaient des recherches sur le riz, pardon. Mais les agriculteurs ne savent pas comment cultiver le riz parce que c'était une région où il y avait beaucoup d'eau, mais la production était très basse. Donc, ils pouvaient avoir une production très élevée, mais ils ne savaient pas comment faire. Et les agriculteurs se sont plaints parce qu'ils ont dit, nous n'avons pas besoin de riz, nous ne savons pas comment faire le croisement. Et les femmes ont fait des expériences sur différents types et ont adopté certaines variétés. Et finalement, la culture est reconnue en Éthiopie comme une révolution pour le changement. Et ça, c'est grâce aux femmes. Les femmes qui ont vraiment fait des efforts pour la domestication ou l'adoption de ces cultures. Mais cela n'a pas été, en fait, on n'a pas fait des rapports officiels ou systématiques autour de cette question, malheureusement. Et pour conclure, j'aimerais dire que bien sûr, les systèmes de semences des agriculteurs ont des faiblesses, tellement de faiblesses, mais on doit étudier ce système-là, comment il fonctionne, quelles sont leurs faiblesses. En Ouganda, comme l'équipe de l'Ouganda l'a fait autour de la banane. Et aujourd'hui, l'équipe de la Tanzanie aussi a présenté leurs conclusions. Nous avons besoin de ce genre d'études pour comprendre ce qui se passe dans ce système de semences des agriculteurs. J'ai vu tellement de critiques par rapport au système, à ce système-là, sans vraiment on connaisse comment il fonctionne. Comment on peut critiquer quelque chose sans bien la connaître? Il y a énormément d'opportunités au sein de ce système. Il faut prendre en compte, il faut considérer ces agriculteurs comme des sélectionneurs. Il y a un aspect commercial, il y a un aspect de résilience aussi. Il y a une rotation très élevée aussi des variétés. Pourquoi? Suite aux conditions climatiques. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de chances. Donc, les systèmes formels n'abordent pas forcément les défis dans la chaîne d'approvisionnement de semences. Il y a une demande. La fourniture ou l'offre est toujours plus haute que la demande, toujours. Nous avons des cultures, les cultures principales, on voit ici dans les graphiques, le maïs, le blé. Donc, la distribution du maïs est très élevée parce qu'il y a une implication active des entreprises du secteur privé. Pour le blé, on voit qu'il n'est pas tout à fait distribué et l'offre, en fait, est très basse. Cela n'atteint pas, en fait, la demande. Donc, dans les cultures liées à la sécurité alimentaire, on voit qu'il y a des conditions marginales. En ce qui concerne les RTB, nous devons aborder cette question-là. C'est un indicateur très important pour les RTB, pour ce genre de culture, dans des conditions marginales. Nous devons donc vraiment valorer la valeur de ce système de semences basé sur l'agriculteur et ne pas cibler seulement la portée du système formel. Ce qu'on cherche, c'est une complémentarité horizontale, l'identification des agriculteurs, pouvoir les autonomiser. Il faut voir les agriculteurs comme des partenaires et non seulement comme des bénéficiaires. Nous devons donc donner un élan à la demande, travailler avec les agriculteurs, les reconnaître encore une fois en tant que partenaires, utiliser leurs connaissances, leurs capacités, notre capacité à nous pour aborder cet accès aussi complexe au sein du système de semences. Merci beaucoup à vous tous et merci au travail fait par les différents chercheurs. Merci Étienne, c'était une présentation très illustrative. Alors, on va reprendre un commentaire fait par Wame. Parce qu'une des questions de Jacob en Norvège, c'était comment encourager les banques
des semences de communauté pour utiliser cette boîte à outils. Et Kwame a dit que c'était une question plutôt pour nous, les leaders de la boîte à outils. Alors, je ne veux pas mettre en difficulté certains d'entre vous, mais est-ce que quelqu'un de l'équipe de coordination voudrait répondre à cette question sur les bancs, sur les bases, en fait, de semences des communautés? Oui, je peux répondre à cette question. Je crois que le message principal, c'est que la boîte à outils, c'est vraiment est conçue pour les scientifiques, pour les chercheurs, mais pas pour les agriculteurs. Donc, cet outil peut aider à concevoir des meilleures interventions, mais la boîte à outils, actuellement, les méthodes qu'on utilise ne sont pas conçues vraiment pour les agriculteurs. Donc, ça, c'est le message principal sur comment utiliser la boîte à outils. Merci. On a une question de Margaret. Comment on peut maintenir la diversité de variétés qui est importante pour réduire les risques et atteindre plusieurs objectifs tels que la commercialisation, l'augmentation de la commercialisation de la patate douce? L'équipe de la Tanzanie, qui peut répondre à cette question? Comment entretenir donc la variété au fur et à mesure que la patate douce devient de plus en plus commerciale? Merci, Jeff. Docteur Sonda, il peut y répondre parce qu'il avait commencé à dire quelque chose justement sur ça. Alors, je pense que la façon d'entretenir la diversité est en explorant les besoins du marché pour les différentes utilisations des différentes variétés de la patate douce. La variété, dans notre tout, la variété préférée pour une utilisation particulière va être conservée, en fait. Cette variété va être conservée si elle est préférée pour une certaine utilisation. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci. Merci. Nous avons une question de James Lake. Pourquoi est-ce qu'il y a eu une telle différence dans l'accès à l'information entre les hommes et les femmes, alors que la plupart des informations venaient de voisins, amis, membres de la famille? Merci pour cette question. En fait, nous avons interviewé les répondants de faire une liste, en fait, des noms de qui ils obtenaient les informations, en fait, à qui ils posaient des questions. Pardon, il y a un problème de son. Les femmes agriculteurs, pardon, mais ça coupe. Quand on a fait l'analyse, on voit que les hommes ont plus accès aux informations. Parce qu'ils vont chercher les informations dans des réseaux proches. Contrairement aux femmes, en fait, aux femmes qui ont été interrogées. Nous avons une autre question. Est-ce que j'ai raison quand je vois que tous les liens, les connexions de Tari étaient des hommes? Est-ce que j'ai raison? Sur le graphique, vous allez montrer tous les agriculteurs qui avaient eu accès aux semences de Tari étaient des hommes. Est-ce que c'est bien ça? Alors, ne répondez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Alors, le premier est lié au prochain et ainsi de suite. Mais en fait, ce ne sont pas tous des hommes, mais oui, la plupart, ce sont des hommes, ou c'était des hommes. Donc, la plupart, ce sont des hommes, mais pas tous. James a une présentation. Est-ce que les réseaux peuvent être montrés sur une carte? Merci pour cette question. Jeff et James. Je crois que oui, ce serait possible de le faire. La prochaine étape, en fait, pour nous, c'est de faire une analyse de l'impact du réseau d'impact, en fait. Parce que nous avons travaillé sur 2 districts, mais nous allons faire ça pour chaque district, en fait. Et oui,
il est possible de faire ça, de mettre ça sur une carte. Comme ça, on va pouvoir voir tous les différents villages. Comment est-ce que Tari soutient en fait une activité durable ou commerciale durable si ils sont en train de faire don de la sémence ou des semences? Alors, oui, nous avons vu que les dons, c'était ce qui dominait, mais nous avons fait l'étude où Tari n'avait pas de présence en fait. Actuellement, nous travaillons avec des agriculteurs et pour ces régions-là, avant, Tari n'y était pas en fait. C'est pourquoi le don est présent pour les variétés locales plutôt. Une des façons de garantir que cela peut être durable, c'est-à-dire si les agriculteurs utilisent des semences, des variétés qui sont moins contaminées, s'ils utilisent du matériel de plantation plus propre, ce matériel-là vient de Tari. J'aimerais aussi demander à Eric d'en parler parce que Eric, il travaille dans un autre centre de Tari qui a effectué d'ailleurs un peu de travail autour de la production et la vente des semences. Eric, est-ce que tu peux partager avec nous ton expérience? Nous vous entendons, vous pouvez commencer. Alors, le partage de la patate douce à chair orange, à Cabora. Alors, en ce qui concerne les variétés améliorées, pardon, il y a un problème de son apparemment. Je crois qu'on a perdu Eric. Je voudrais prendre la parole parce que le centre travaille actuellement et on a fait des progrès en fait dans les 4 dernières années autour de la production des semences de la patate douce et le centre était capable de créer plus de sensibilisation au sein des communautés en fait. Ils ont contacté différents agriculteurs et ils ont partagé un peu les bénéfices des différentes variétés améliorées autour de la station et ils ont pu atteindre beaucoup d'autres institutions de ces régions-là. Donc, il y a toute une diversité en termes de consommateurs. Je crois que le docteur Sonda en a parlé. Donc, ils ne font pas que produire de la sémence de patates douces, mais ils font tout ce travail-là aussi. Encore une petite question et une réponse assez brève aussi, s'il vous plaît. Merci, Nathan, pour ce rappel. Nous avons une question de Antoinette Sala. Elle nous dit comment les résultats de recherche vont être diffusés parmi les hommes et les agriculteurs, hommes et femmes. Alors, nous avons donc des partenariats pour la diffusion des technologies, pour le transfert des technologies. Nous avons un département spécialisé. Les démoprod, par exemple, c'est une façon de diffuser la technologie à plusieurs acteurs, à plusieurs agriculteurs. Donc, voilà ce que je peux dire. On a des outils pour. Nous allons céder la parole à Lawrence Kent, qui est l'officier du programme, le responsable du programme de la Fondation Bill and Melinda Gates. Lawrence, tu as la parole. Merci, Jeff. Je vais essayer de partager mon écran. Oui, nous voyons ton écran. D'accord, super. Ça, c'est une version ancienne, en fait. J'aimerais partager la nouvelle version, donc laissez-moi voir si je peux partager mon écran. Vous pouvez voir l'écran? Si vous cliquez sur le mode de présentation, ce serait mieux, mais on peut le voir. OK, comme ça, c'est super. Alors, merci, Jeff. Je voulais parler très brièvement d'un peu du travail fait par la Fondation Gates pour le développement des systèmes RTB et leur relation avec la boîte à outils. Donc, pour commencer, comme d'autres l'ont fait, la Fondation Gates
pour plus de 10 ans, a travaillé autour des programmes d'agriculteurs et reconnaît l'importance de ces cultures en Afrique, de ces programmes, et reconnaît que la productivité est limitée par des maladies, des pathogènes, des maladies qui sont dans les systèmes des agriculteurs informels. Et dans plusieurs cas, il y a des limitations en termes de l'accès en temps opportun, en fait, pour assurer les sources des semences. Nous savons qu'il y a des opportunités pour améliorer ces cultures en adoptant de nouvelles variétés développées par les programmes d'amélioration. Et l'utilisation de ces génétiques améliorées sont vues limitées par la non-fonctionnalité en fait des systèmes de semences dans plusieurs cas. Et comment soutenir nos partenaires sur le terrain pour créer un système de semences plus performant. Et c'est ce que nous avons essayé de faire, d'investir pour ça pendant plus de 10 ans. Nous aimerions voir qu'il y a des systèmes de semences fonctionnels qui peuvent fonctionner dans des bases plus confiables, plus soutenables. Donc, il ne s'agit pas seulement d'injecter de nouvelles variétés par le biais de campagnes ou de dons, non, qui manquent de confiance, mais il faut établir un système pour que les agriculteurs sachent chaque année où est-ce qu'ils peuvent obtenir du matériel de plantation, les nouvelles variétés d'une façon sûre. Et cela veut dire qu'on doit développer des systèmes de semences qui sont économiquement durables, qui sont rentables pour les producteurs, pour les vendeurs de ces semences-là. Et donc, ces vendeurs, ces sélectionneurs veulent le refaire, veulent répéter l'expérience. Je pense que la chaîne de valeur, le cadre de la chaîne de valeur de la semence a été bien décrit par le consortium RTB. Il s'agit d'un cadre qui décrit une vision commune de l'aspect que devrait avoir ce système pour la multiplication des culture, il faut avoir de bons liens entre les différents systèmes d'amélioration qui répondent aux priorités des agriculteurs. Mais ce système doit produire des semences de première génération, les secteurs privés. Il faut avoir des partenariats entre les secteurs privés et les secteurs publics d'une façon durable pour que ces semences soient produites et vendues, que cela génère des revenus qui permettent à la fois de continuer la production. On a aussi des multiplicateurs décentralisés, des vendeurs décentralisés qui vont assurer la production précoce de semences et qui vont multiplier et vendre cela à des agriculteurs pour générer des revenus qui permettent à ces multiplicateurs de continuer à opérer. Et comme ça, les semences peuvent être disponibles sur le marché pour les agriculteurs qui produisent ces culture à multiplication végétative. C'est là notre vision, mais je pense qu'on reconnaît que pendant ces 10 dernières années, ce système a été absent en Afrique, dans certaines régions. Donc, l'attention, l'objectif de notre fondation était de trouver des partenariats pour construire ce système-là. On s'est dit, alors est-ce que c'est possible de créer des systèmes de semences économiquement durables pour ces cultures? Et plusieurs des gens se montraient très sceptiques. Ils disaient non, les agriculteurs ne vont jamais payer pour du matériel de plantation, pour de nouvelles variétés. Mais on a trouvé en fait que ce n'était pas vrai. Les agriculteurs veulent payer pour du matériel de plantation amélioré ou propre des variétés améliorées. On l'a vu dans le cas de la Tanzanie, la patate douce, il y a beaucoup d'agriculteurs qui veulent payer pour du matériel de plantation. Et cette volonté de payer peut se traduire par des incitations à la production, à la vente du matériel de production amélioré pour les RTB. Donc, ça, c'est un des projets où on a investi pendant les 10 dernières années pour construire des systèmes de semences économiquement durables. En Tanzanie, on a créé plus de 600 entrepreneurs en fait de semences de manioc qui multiplient, qui vendent du matériel de plantation d'une façon assez réussie en fait. Et eux, ils obtiennent donc ces semences de première génération
de fournisseurs du secteur privé et puis ces fournisseurs de semences de base aussi, donc participent au système, au cercle. Nous avons établi aussi un projet au Nigeria pour les entrepreneurs de semences de manioc. Je crois qu'il y a plus de 300 de ces acteurs au Nigeria actuellement qui obtiennent des semences de première génération. Il y a quelques nouvelles entreprises aussi qui produisent ces semences de première génération de manioc. Et ce système, le YIFSWA, est fonctionnel actuellement, est opérationnel. Et pour les INIAM aussi, on a un programme, on soutient la création de à peu près 10 entreprises de production de semences de INIAM qui utilisent de la technologie pour produire des semences de INIAM pour les fournir aux multiplicateurs et aux agriculteurs. Et en ce qui concerne la patate douce, nous avons abordé une approche similaire pour trouver des façons de créer des systèmes durables pour la production des semences de première génération. Grâce aux instituts de recherche agricole nationaux, on travaille de façon décentralisée avec des multiplicateurs, des vendeurs, aussi d'une façon qui puisse générer des revenus durables à ces petites entreprises. Et puis, en ce qui concerne la banane, on a fait un travail un peu similaire. On va voir ici les technologies de culture de tissus pour commercialiser la production après de matériel de plantation pour les bananes ou les manioc. Voilà donc quelques-uns des investissements et dont nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers des progrès, en fait. On construit vraiment des systèmes de semences durables. Nous reconnaissons quand même qu'il y a encore du travail à faire dans un marché qui est dominé par un système informel, mais on voit que ce système formel augmente. Ici, j'ai une diapo que James Lake a montré plus tôt. Voilà. Cela montre notre plan aujourd'hui, c'est de prendre les leçons apprises, les progrès générés par les différentes études, les Sweet Games, Rapid Banana, Baked Seeds, tous ces projets-là, intégrer tout ça dans un seul cadre, dans une organisation de gestion parapluie, on va dire. On est dans l'étape de conception encore, mais on veut avoir ces centres africains pour l'innovation, des systèmes de semences RTB. Et ici, on a plusieurs systèmes, plusieurs projets en fait. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ces leçons apprises? Comment on peut mener encore plus d'études? Quelles sont les meilleures façons de construire des systèmes financiers de semences économiquement durables? On est en train d'intégrer beaucoup d'outils de la boîte à outils pour inclure aussi, pour pouvoir analyser les systèmes de semences, mais aussi pour pouvoir construire vraiment, encore une fois, des systèmes de semences économiquement durables. Le package 3, le PAC 3, serait l'initiative, le site Equal, qui se centre sur la construction de systèmes durables. Il y a des innovations qui peuvent aider à la réussite des systèmes de semences. On a vu aussi qu'il y a des innovations générées et consolidées, qui sont consolidées, mais cela, on ne parle pas de l'échelonnement, ou plutôt, oui, de la mise à l'échelle de ces programmes, mais plutôt on parle de partenaires qui nous aident à construire ce système-là. Et il y aura là le secteur privé, des entreprises du secteur privé, des entrepreneurs, des semences. On peut parler aussi des gouvernements qui jouent un rôle essentiel dans l'amélioration des cultures. Et puis, on a des partenaires comme le AGRA, différentes banques, etc., pour trouver des financements, des investissements plutôt pour financer la création ou la participation à l'activité de ces systèmes à multiplication végétative. En ce qui concerne l'innovation, j'aimerais dire que dans l'approche de la Fondation Gates, nous, ce que voulons, c'est trouver des façons de trouver en fait de nouvelles approches qui puissent faire que ces systèmes fonctionnent d'une façon plus efficace et d'une façon plus durable. Nous sommes en train de regrouper les innovations autour des 3 secteurs.
l'innovation institutionnelle, donc rassembler des institutions, que ce soit des entreprises, des agences du gouvernement, etc. On a les innovations techniques, donc les nouvelles technologies pour réduire les coûts des semences, du matériel de semences en multiplication végétative. Et puis, on a des innovations en termes de marketing. Donc, comment évaluer la demande, comment créer de la demande. Ceux qui vendent les semences doivent savoir comment commercialiser leurs semences d'une façon efficace pour que le système soit durable. Voilà quelques-uns des exemples de l'innovation institutionnelle. C'est quelque chose qu'on a fait grâce au programme avec le soutien de nos partenaires. Dans les cas du manioc, par exemple, on peut avoir des entreprises de génération, de semences de première génération. Cela n'existait pas, c'est quelque chose d'assez récent en fait. On parle de la création des différentes entités comme IITA. Là, on voit la génération d'énormément de semences de première génération. Et puis, Umudike Seeds, c'est un programme du gouvernement, en fait, pour les semences du manioc de l'igname. Tari y est aussi, parce qu'actuellement, on essaye de créer une unité de création, de production des semences de première génération. Comment gérer les revenus produits par cette activité? Voilà donc des exemples de l'innovation institutionnelle et cela est très prometteur. Alors, des innovations techniques, il y a énormément d'opportunités. Il faut incorporer les technologies des tissus pour que ça soit plus facile et plus rentable de produire des grosses quantités en fait du matériel de plantation dans l'étape des semences. Voilà un exemple de l'igname. On utilise de nouvelles technologies pour produire plus rapidement. C'est pour produire ces cultures et cela se traduit par des quantités plus importantes. Ça, c'est un exemple du Ghana et du Nigeria. Alors, en termes d'innovation de marketing, pendant plusieurs années, plusieurs décennies, en fait, les nouvelles variétés du manioc en Nigeria et dans plusieurs pays étaient commercialisées avec leur nom officiel. Non? Des noms pas terribles, en fait, TME 419, IBA 98, etc. Donc, les entreprises avaient du mal à commercialiser des variétés avec tous ces noms tellement compliqués. Donc, au Nigeria, le gouvernement a donné son accord pour que les noms officiels soient plus marketeurs, on va dire, plus vendeurs, voilà. Donc, et cela rend plus facile pour les vendeurs de pouvoir commercialiser ces nouvelles variétés et convaincre les agriculteurs d'acheter ces nouvelles variétés parce que maintenant, on va avoir des noms mémorables un peu, dont on va se souvenir. On a Sunshine, par exemple, c'est une variété riche en vitamine B. Je crois que la boîte outils RTB offre des outils qui peuvent aider au développement de ces systèmes durables et qui peut apporter des innovations pour la création des systèmes de semences plus durables. Pour les cultures en multiplication végétative, j'ai vu qu'on avait plusieurs outils analytiques, mais il y a aussi un besoin, je pense, pour des outils qui aident à construire des systèmes de semences. Je crois qu'il y a de la place dans cette boîte outils, il y a encore de la place pour tout cela. Et ma diapo finale, voici un exemple. C'est un autre outil additionnel qui pourrait être pris en compte à l'avenir. Alors, c'est un manuel pour la production des semences d'igname dans des systèmes hydroponiques. C'est un manuel d'utilisation qui peut être utilisé non par les chercheurs, mais par les entrepreneurs qui veulent monter leur entreprise de production d'igname au Nigeria, par exemple. Et ici, on voit toutes les étapes, tous les processus qu'il faut suivre pour construire l'entreprise de production d'igname. Cela pourrait être pris en compte dans la boîte outils pour soutenir ceux qui veulent créer donc un système durable pour la production, la vente du matériel de plantation pour le RTB. Voilà.
Merci, Laurence. Très bonne présentation. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons beaucoup de questions, par contre. Ta présentation a généré énormément d'intérêt. On va répondre à 2-3 questions ou plus. Donc, dans le cas du manioc et d'autres systèmes de semences, la volonté pour payer pour des semences de qualité et en termes de la demande, en fait, et à quel point ça c'est important. Alors, merci Jeff. Dans le cas du manioc au Nigeria, c'est celui avec lequel je suis le plus familière. Il y a énormément de demandes pour le manioc. Il y a un marché énorme pour le manioc. Actuellement, et pendant des décennies, les agriculteurs ont produit et vendu la plupart de la production de manioc. Et je crois qu'il y a déjà un marché très vivant, en fait, pour la vente du manioc. Il y a des industries, de nouvelles entreprises de transformation qui activent ces demandes aussi. Mais déjà, la demande existante est très forte. Ils peuvent produire et vendre le manioc, mais la question est alors où accéder à du matériel de plantation de qualité. Une des sources, c'est justement les entrepreneurs de la semence de manioc. Ils n'ont pas de mal à vendre leur production, mais pour les nouvelles variétés, au Nigeria en tout cas, les agriculteurs ont des variétés anciennes et les variétés les plus rentables, en fait, qui produisent à plus haut rendement. Là, il y a un petit souci parce qu'il faut avoir la volonté pour payer, mais c'est un business rentable parce qu'il y a les agriculteurs achètent des semences de nouvelles variétés et aussi du matériel de plantation propre parce qu'il y a la question des maladies. Non, le manioc est susceptible à subir en fait plusieurs maladies. Donc, les nouvelles variétés qui sont cultivées dans des endroits qui sont certifiés sans maladie, ça c'est important. Merci. Une toute dernière question de Margaret. Alors, l'innovation institutionnelle en termes de marketing, ok, on a vu ça, mais le rôle de l'innovation sociale, quel rôle elle joue l'innovation sociale? Alors, je ne suis pas sûre de savoir ce que ça veut dire. Je crois que le contexte social est ce que c'est en fait. Les agriculteurs veulent payer, ils vont vendre leur culture sur les marchés. En fait, dans ce contexte social, nous essayons de voir, OK, comment on peut développer un système de semences qui réponde à ces besoins. Non? Comment produire la bonne variété, libre de pathogènes, au bon moment de l'année aussi. Ça, c'est l'objectif principal, en fait, de développer justement ce système de semences, non? Mettre ça dans le contexte existant. Bon, voilà donc la fin de la journée. On y est. J'aimerais vous remercier, vous tous, d'avoir été là avec nous, notamment l'équipe de la Tanzanie, pour votre très bonne présentation. Merci à Connie qui a commencé la séance d'aujourd'hui. Merci à Sonda. Merci à toute l'équipe, Fatina, à vous tous. Merci beaucoup. Alors, demain, on se revoit à la même heure et nous allons avoir demain la présentation de l'équipe de l'Éthiopie. Ils vont parler sur les pommes de terre. Ils vont utiliser l'analyse du cadre multipartite pour analyser le système de la pomme de terre en Éthiopie. J'espère que vous pourrez être avec nous demain pour la dernière séance. Et petit rappel, ceux qui ont participé à 4 sur les 6 séances vont recevoir une attestation. Margaret, Connie, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose ou pas? Merci à vous tous encore une fois. Et on se retrouve demain matin, ou demain plutôt.